Alors sans plus tarder, laissons la parole au président, professeur Constantinescu. Le premier orateur va nous entretenir de l'ascension de l'intégrité scientifique et de son indispensable internationalisation. Merci. Alors, c'est un grand honneur pour moi d'introduire le professeur Pierre Corvol, professeur émérite au Collège de France et administrateur honoraire du Collège de France. Pierre Corvol est médecin et scientifique. Il a été chef de service à l'hôpital Beausset, puis à l'hôpital européen Georges Pompidou jusqu'en 2007. Il a dirigé l'unité de recherche de l'INSERM pathologie vasculaire et endocrinologie rénale de 1982 à 2006. Il a été professeur au Collège de France, où il était titulaire de la chaire de médecine expérimentale de 1989 à 2012 et administrateur président du Collège de France entre 2006 et 2012. Il est actuellement professeur émérite au Collège de France. Ses recherches ont porté sur la régulation hormonale de la pression artérielle et ont montré le rôle crucial du système rénine-angiotensine-aldostérone dans le contrôle de la fonction cardiaque et rénale. Son équipe de recherche a contribué dans une large mesure à notre connaissance de la biologie moléculaire et de la biochimie de ce système. Il a participé activement au développement des médicaments couramment utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires et rénales, en particulier les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Il est à l'origine des premières études sur la génétique de l'hypertension artérielle humaine. Il a été président du conseil scientifique de l'INSERM et du conseil scientifique de l'APH à Paris. En 2016, il a présenté un rapport sur l'intégrité de la recherche scientifique en France à la demande du secrétaire d'État à la recherche et l'enseignement supérieur, dont les principales recommandations sont actuellement mises en application en France. Il est membre de l'Académie française des sciences, de l'Institut de France, de l'Académie française de médecine et de l'Académie américaine des Arts and Sciences. Il a reçu plusieurs prix scientifiques, dont l'Excellence Award for Hypertension Research 1985, le Grand Prix de l'INSERM en 2016 et le Leonardo da Vinci Award en 2019. Professeur Corvol, on vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente du Conseil supérieur sur l'intégrité scientifique, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Merci. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et vous remercie beaucoup de votre invitation. Vous m'amenez à parler d'un sujet qui, pour moi, est un sujet relativement récent, mais qui m'est cher dans la mesure où, finalement, il nous amène à réfléchir sur la manière dont nous exerçons, nous pratiquons et nous diffusons la recherche. C'est fondamental. Et je me demande même pourquoi je ne me suis pas intéressé plus tôt à ce sujet-là. Donc, je voudrais, d'autre part, vous dire que le titre que j'ai choisi, l'irrésistible ascension de l'intégrité scientifique, qui veut vous faire penser à l'irrésistible ascension de Arthur Holby, est volontairement un peu provocateur. Parce qu'on pourrait penser qu'on n'en fait pas assez, c'est pas suffisant, etc. Néanmoins, on peut voir qu'il y a eu une prise de conscience dans nos pays sur ce sujet essentiel. Ce n'est pas terminé, on montrera les faiblesses et les efforts qu'il faut pour pouvoir consolider l'intégrité scientifique, prise au sens large du terme, mais nous sommes dans une phase ascendante et c'est tout de même un message d'espoir. Donc j'aimerais avec vous rappeler la définition qui nous a été donnée à l'heure actuelle dans le Code de la recherche en France. Donc c'est une définition officielle. L'intégrité scientifique désigne l'ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l'activité de recherche. Alors on peut penser que c'est quelque chose qui est récent. Oui, parce que si on se place au siècle dernier, le temps d'une science pure, où le grand mathématicien Henri Poincaré disait « la science est morale », dans ses réflexions sur la science, ce temps est révolu. Je suis incapable de retrouver un article dans Nature des années 60-70 dans lequel la question a été posée. Aujourd'hui, malheureusement, on sait que la science n'est pas pure, qu'il y a eu des cas spectaculaires de fraude. J'en cite deux là qui m'ont marqué dans les années 90. D'une part, la vaccination par
rougeole, oreillon, rubéole, rapporté par Andrew Wakefield dans le Lancet, j'en dirai un mot. Et puis d'autre part le suicide du patron du RIKEN lorsque son fellow a été suspect puis convaincu de fraude sur des cellules pluripotentes humaines. En France, nous ne sommes pas fiers non plus. Nous avons nos cas, nous avons nos fraudes, nos plagiats, nos falsifications de résultats. Mais nous les avons pendant longtemps déniés, mésestimés, sous-estimés et même littéralement ignorés volontairement. Donc il y a une nécessité à l'heure actuelle de refaire le point. En 1998, Andrew Wakefield publiait dans le Lancet 12 cas d'autisme chez les enfants vaccinés pour Delaware au Royaume-Uni. Une énorme couverture par les médias. Ça a été repris partout et ceci est sans doute à la base d'un courant qui a été conforté, il existait déjà, contre la vaccination. Il y a eu une suspicion assez rapide et une proposition de rétractation de cet article en 2004. Mais le Lancet n'a pas estimé nécessaire de rétracter l'article à cette époque. En 2010, à la suite d'une investigation faite par un journaliste non médical et non scientifique, le General Medical Council, accusant Wakefield de fraude, a radié de l'ordre des médecins Wakefield, qui est parti à ce moment-là aux États-Unis. L'article a été rétracté dans le Lancet, mais si vous regardez ce que j'ai fait, Google, vous voyez que Wakefield a produit en 2016 le film Vaccine, qui quand même a rapporté un certain tonne d'argent, et que d'autre part, il est toujours à la tête d'un groupe activiste anti-vaccin et anti-ARN messager. Donc l'affaire n'est pas terminée. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu montrer ces diapositives. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous prenons conscience à l'heure actuelle des conséquences sociales, sociétales, économiques de ces méconduites scientifiques. Le point est qu'il y a plusieurs types de méconduites scientifiques. Celles que je viens de vous rappeler sont les plus caricaturales. En rouge, fraude, à savoir falsification, fabrication, plagiat, FFP, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Là, c'est intentionnel, c'est majeur, ceci doit être traité, et aux États-Unis en tout cas, c'est traité de façon pénale. Ce n'est pas le cas en France, où seules certaines formes de plagiat sont traitées sur le plan pénal. Mais vous avez surtout, et c'est ça qui est important, les pratiques discutables de recherche, à savoir les petites modifications aux données, aux articles, mais qui entravent la vérité des résultats. Je ne vais pas les détailler, vous les connaissez, mais c'est là que siège le problème. Dans une étude récente publiée par les sociologues du CNRS sur plus de 2000 chercheurs, techniciens et ingénieurs, 20% des chercheurs estiment ne pas être suffisamment informés des méconduites scientifiques et des pratiques discutables en recherche. Seulement 1 ou 2% à la rigueur acceptent de dire qu'ils ont plagié ou falsifié. Donc l'essentiel, c'est bien là, c'est dans la zone grise, cette pratique, je dirais, discutable de recherche qui est intentionnelle, mais qui est sous-estimée par les chercheurs eux-mêmes. Et en plus, les chercheurs, quand ils regardent ce qui se passe à côté d'eux, estiment que leurs collègues falsifient, ou en tout cas ont ces mêmes pratiques de façon relativement fréquente. Donc là, il y a un véritable problème à traiter. Alors les manquements à l'intégrité scientifique aujourd'hui sont plus facilement repérés, vous le savez, grâce aux outils numériques, non seulement les logiciels de plagiat, mais aussi les logiciels pour le repérage des images faussées. Il y a un beau travail qui a été fait. Ces manquements sont plus partagés et médiatisés du fait des réseaux sociaux, mais aussi de pub-peer. C'est un point intéressant qu'on pourra éventuellement discuter pendant la session de discussion. Les médias qui sont friands de ce type de résultats,
plus signalé dans les revues scientifiques, et vous connaissez le site Retraction Watch, et vous voyez que en 2021, il y a eu 1400 articles qui ont été rétractés par rapport à 40 en 2000. Ces manquements sont plus sanctionnés à l'heure actuelle par les institutions, et ils sont, comme je l'ai montré avec les faits Wakefield, de plus en plus préjudiciables, car ils s'étendent très rapidement à l'ensemble de la communauté médicale, scientifique et à la société en général. Alors, regardons quelles sont les dispositions qui ont été prises pour promouvoir l'intégrité scientifique. Pour moi, peut-être que je me trompe, mais le premier rapport, c'est celui de l'UNESCO, en 1974, qui avait des recommandations concernant la condition des chercheurs scientifiques. Et puis, entre 1980 et 2020, pour faire schématique, nous avons eu de nombreuses déclarations, rapports, codes de conduite, chartes, que vous connaissez, je n'insisterai pas là-dessus. En 1992, l'Office of Research Integrity a été créé aux États-Unis. J'ai visité l'ORI il y a quelques années de façon à me faire une idée de la manière dont l'ORI fonctionnait, et j'en ai tiré bénéfice pour proposer ensuite une série de mesures et le rapport que vous avez cité, Monsieur le Président, sur l'intégrité scientifique. En France, en 1999, l'INSERM a créé une délégation à l'intégrité scientifique à la suite de harcèlement dans un laboratoire de recherche. Et là, l'INSERM s'est rendu compte qu'elle n'avait pas vraiment de structure pour pouvoir gérer ce type de problème. En 2010, le premier rapport sur l'intégrité scientifique a été établi par un de mes collègues. À la demande du ministère de la Recherche, a été ignoré. Il n'a même pas été publié sur le site. Nous avons demandé formellement que ceci, à l'heure actuelle, soit le cas, et ce n'est que seulement récemment que l'on peut accéder à ce rapport de Jean-Pierre Alix. La Charte nationale d'intégrité scientifique est une initiative de la part de 5 grandes institutions, CNRS, INSERM, INRA, et d'autre part la conférence des universités, qui, en 2 mots, disait l'importance de l'intégrité scientifique. Donc, à la demande du ministère de la Recherche, j'ai établi un rapport pour faire le point sur l'intégrité scientifique, en interviewant les directeurs des grands organismes de recherche et les présidents d'université. Et ce rapport a abouti à la proposition, plusieurs propositions, et à ma surprise, je dois le dire, ce rapport a été suivi. J'étais persuadé que le premier rapport qu'on me demanderait serait en même temps un rapport enterré. Eh bien, ça n'a pas été le cas, et je suis heureux qu'à l'heure actuelle, on puisse en discuter. Il faut dire aussi que nous avons bénéficié en 2018 d'une attitude claire et nette de la part du ministère de la Recherche en créant un plan national pour la science humaine. Et c'est exprès que je lis intégrité de la recherche et sciences ouvertes, nous pourrons en discuter plus tard. Le point le plus important pour moi est que finalement, nous avons un cadre juridique qui n'existait pas avant. Le cadre juridique est né de l'opportunité de la loi pour la programmation pour la recherche que le gouvernement précédent a émis en décembre 2020, et un décret d'application qui est essentiel, tout récent, 2021, relatif aux exigences de l'intégrité scientifique. On pourra en discuter, si vous le voulez, ultérieurement. Nous avons, entre autres, par exemple, proposé un serment du chercheur scientifique à l'issue de sa thèse. Alors, cette mise en œuvre d'une politique de recherche intègre et responsable a été essentiellement mise en place par une lettre circulaire officielle du ministre de la Recherche en 2017, avec, d'une part, l'adoption des principes de la charte de déontologie que je vous ai indiquée, qui avait été donc proposée en 2015, la notion de désignation d'un référent intégrité scientifique. Ces référents existaient déjà, mais je dirais que c'était des initiatives personnelles qu'il fallait ensuite mettre en place. Un des points très importants que nous avons mis dans le rapport, c'est qu'il nous semblait nécessaire, en amont et en aval, de contrôler la politique scientifique des établissements et des chercheurs qui soumettaient des projets de recherche. Et c'est pour ça que nous avons conditionné
le financement des projets de recherche à la mise en place d'une politique d'éthique et d'intégrité scientifique au niveau des agences de moyens, comme l'Agence nationale pour la recherche. Mais là, nous ne faisions pas quelque chose de très original. Nous suivions la proposition, et c'était explicite, de la Commission européenne, qui disait clairement que la politique d'intégrité scientifique des établissements devait être mentionnée lors des projets de recherche, de même que, à l'issue de la recherche elle-même, il était nécessaire d'évaluer par le Haut Conseil, un Haut Conseil d'évaluation de la recherche, qu'on appelle le HCERS en France, qui a pour mission, à l'heure actuelle, d'évaluer la mise en place et le caractère efficace d'une politique d'établissement en matière d'intégrité scientifique. Et nous avons proposé la création d'un office français d'intégrité scientifique, et vous voyez ici la proximité sémantique avec l'ORAE. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. L'office est autonome, ce n'est pas une autorité administrative indépendante, on pourrait en dire un mot. Nous sommes dépendants, effectivement, du HCERS que j'ai mentionné. Et ce Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est lui-même une autorité administrative indépendante. Autrement dit, ses missions sont certes définies initialement par le gouvernement, mais ensuite son budget est autonome, ses conclusions sont les siennes, il n'est pas piloté par le ministère de la Recherche ni par aucun ministère. Les missions de l'Office, c'est une plateforme de réflexion. Il organise des réflexions sur la science ouverte, sur par exemple tout récemment un séminaire sur la prise de parole des scientifiques dans le public qui a posé des problèmes, notamment lors du Covid. Je vois que vous appréciez l'importance du sujet. C'est un observatoire. Nous sommes incapables aujourd'hui de vous dire le nombre de manquements à l'intégrité scientifique. C'est la mission de l'Office, qui a aussi pour mission d'animer sur le plan national, grâce à des outils de formation spécifiques, l'intégrité scientifique, de valoriser les travaux, ce qui n'est pas évident. Les chercheurs peuvent aussi perdre leur temps à travailler sur d'autres sujets. Et puis, il doit assurer, c'est fondamental, et Monsieur le Président, vous avez insisté aujourd'hui sur la représentation de la France au niveau européen et international, avec notamment NRIO, European Network of Research Integrity Offices. Alors, nous avons précisé en 2016-2017, ce que nous entendons par intégrité, référent intégrité scientifique, en quelques mots, une nomination par le chef d'établissement, mission de vigilance, de prévention et de traitement de tout ce qui concerne l'intégrité scientifique avec reddition de comptes. Et puis, le référent doit transmettre au niveau de la direction, au niveau du président, les allégations qui lui sont soumises, avec une instruction en interne, si possible. Sinon, il y a un dépaysement, c'est-à-dire l'instruction est faite avec un comité ad hoc. Tout ceci se fait de façon confidentielle, mais pas anonyme. Autrement dit, quelqu'un qui désire signaler qu'un PI, un investigateur, ne se comporte de façon anormale, doit le faire de façon explicite. Ce sera confidentiel, mais pas anonyme. Ensuite de quoi, la décision revient au chef d'établissement ou au directeur d'un grand organisme de recherche, et la sanction disciplinaire dépend de lui. Alors, comme je l'ai dit, l'Office est très important pour cette participation au réseau européen, mais aussi à la participation aux différentes conférences qui ont lieu toutes les 2 ans sur l'intégrité scientifique au niveau international. Alors, en pratique, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? La signature de la charte de déontologie, qui était signée par 5 organismes, puis 8 en 2015, est maintenant signée par les 64 établissements de recherche et universités en France. Pas tous, mais presque. Nous avons à l'heure actuelle 169 référents intégrité scientifique, nous en avions 60 en 2016. Toutes les écoles doctorales sont obligées, lors du cursus doctoral,
de faire une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique avec des modalités qui dépendent naturellement des différentes spécialités. L'Office a été mis en place en 2017 et le COFI, c'est-à-dire un comité qui réfléchit, si vous voulez, et qui aide le directeur de l'Office, qui est à l'heure actuelle une philosophe épistémologiste et spécialiste aussi de physique spatiale, qui est Stéphanie Ruffy, à définir la politique à mettre en place. Et nous avons à l'heure actuelle le HCERS qui a effectivement mis dans ses tableaux indicateurs la mise en place pratique d'une politique d'intégrité scientifique dans les établissements qu'il supervise. Je voudrais dire quelques mots quand même sur les éditeurs, puisque je n'ai pas parlé du publish or perish, mais vous avez tout ça en tête, qu'évidemment, si les chercheurs falsifient, trompent leurs résultats, altèrent la vérité, c'est pour pouvoir accéder à la publication. Et la question se pose finalement du rôle des éditeurs en termes d'intégrité. Et j'ai listé simplement un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui sont prises, et qui montrent que l'éditeur aussi s'occupe de cette question. Et donc, vous avez là un certain nombre de comités, et notamment le COPE, Committee on Publication Ethics, qui joue un rôle important. Je pense qu'une des choses qui est intéressante, c'est la Promotion of Registered Reports, on pourra en dire un mot si vous le souhaitez. C'est quelque chose de récent et qui prend une certaine importance à l'heure actuelle. Et puis, moi je me pose la question, finalement, non pas d'une discipline nouvelle, une science nouvelle, l'intégrité scientifique, mais en tout cas, une tendance vers une nouvelle économie de l'intégrité scientifique. Et peut-être un danger d'ailleurs, peut-être on va trop en faire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant que je ne peux pas ignorer, et je le soumets à votre sagacité et à vos réflexions. Alors, je voudrais insister sur deux événements récents qui m'ont marqué, qui débordent peut-être un petit peu l'intégrité scientifique au sens habituel et étroit où on l'entend. D'une part, j'ai été surpris de voir, quand je fais un exposé aux écoles doctorales, que les chercheurs ne connaissent pas la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique. Elle me semble importante à faire connaître, dans la mesure où elle définit bien la liberté de définir les questions de recherche, le droit de partager, diffuser, publier ouvertement les résultats, la liberté d'expression, d'opinion. Voilà. Donc je pense que c'est un élément important à transmettre à ceux qui s'intéressent à l'intégrité scientifique. Un autre élément qui me semble encore plus important est intégrité scientifique et politique gouvernementale. J'ai été vraiment très intéressé par le rapport bref que je vous invite vraiment à lire, Protecting the Integrity of Government Science, publié par Eric Lander, qui est un grand chercheur. Il a dirigé le Broad Institute pendant un bon bout de temps. Je l'ai rencontré, je me rappelle, il y a bien longtemps au NIH. Eric Lander, à la demande du président Joe Biden, a établi un rapport Protecting the Integrity of Government Science, c'est-à-dire que chaque fois que le gouvernement propose une mesure, elle doit être établie sur des bases scientifiques intègres, solides, honnêtes, transparentes, diffusables. Donc, si vous voulez, cette idée-là, si elle est mise en application, et manifestement elle le sera, il y a à peu près une cinquantaine de chercheurs de tous bords qui travaillent dans le board, je pense que ce sera un progrès pour s'assurer que les décisions, et je pense au Covid, sont prises sur des bases peut-être toujours difficiles à apprécier sur le plan scientifique, mais au moins intègres et transparentes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et là, je ne peux pas manquer de citer ce petit article dans les briefs de Nature concernant le président Trump qui devient tout d'un coup un commentateur de Weather Channel et dit que l'ouragan en question, l'ouragan Dorian en 2019, ne va pas attaquer ou va attaquer, je ne me rappelle plus, l'Alabama, ce qui contradisait formellement les rapports officiels. Les 10 rapports officiels, ceux qui ont été responsables, se sont fait taper sur les doigts fortement. C'est ce genre de choses qui est intolérable. Et donc, c'est ça que Joe Biden
Donc, j'aimerais bien qu'en Europe, en France ou ailleurs, cette réflexion se mène. Ce n'est pas le cas chez nous, hein, en tout cas. Voilà. Alors, pour terminer, je dirais que c'est vrai qu'il y a, me semble-t-il, une irrésistible ascension de l'intégrité scientifique, mais pourquoi? Est-ce que nous avons affaire à une épidémie de moralité des chercheurs, des donneurs de fonds, etc.? Je ne crois pas que ce soit le cas. Ensuite, je crois que la motivation des chercheurs existe. Pour avoir fait à peu près une cinquantaine de topos durant les 2 dernières années, à des écoles d'électorat dans des endroits divers, j'ai été frappé par l'intérêt des jeunes. C'est d'autant plus important que ce sont eux qui sont soumis le plus à la pression de publication et qui peuvent avoir le plus la tentation de falsifier ou de modifier les résultats. La responsabilité croissante des universités, des organismes de recherche, des agences de moyens et des éditeurs me semble un élément important. Comme vous l'avez vu, il y a des mesures qui sont de plus en plus prises. Et puis la société est là pour rappeler son exigence. Elle est de plus en plus pressante. Et les crises que nous subissons, et nous n'avons pas terminé avec l'idée encore moins, hélas, avec la guerre en Ukraine, je pense que nous sommes soumis à une pression et que nous avons l'exigence de répondre sérieusement, honnêtement et de façon transparente à ces exigences de la société. Je pense qu'à notre petite mesure, nous devons regarder comment nous évaluons la recherche. Il faut qu'il y ait une évolution de l'évaluation de la recherche, et notamment la prise en compte de DORA, Declaration of Research Assessment, qui date quand même de 1992, si je ne me rappelle bien, à San Francisco. Mais vous voyez, par exemple, c'est seulement tout récemment qu'elle a été mise en place au niveau européen. Nous avons eu à Paris, à l'instigation de la Commission européenne, une réflexion sur l'évolution et l'évaluation de la recherche, avec la mise en œuvre de DORA, que seulement actuellement l'Académie des sciences a signé, seulement en 2022, donc 92-2022, 30 ans. Donc si vous voulez, les choses prennent du temps, mais je suis un optimiste de nature, vous l'avez compris. Pour moi, c'est quand même une irrésistible ascension pour l'intégrité scientifique, mais le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir introduit et bien présenté un sujet qui, je suis sûre, vous l'aurez noté, est extrêmement complexe, multiple, et comme nous aurons une table ronde à la fin de la matinée, je vous propose de poser des questions, je dirais, spécifiques à notre premier orateur et réserver des questions plus larges pour la table ronde. Donc, y a-t-il des questions, des commentaires spécifiques? Monsieur Corfol, qui, je répète, a été extrêmement complet et a posé un très beau tableau de la situation passée, présente et à venir. Je passe la parole. Oui, monsieur Goffin. Oui, j'aurais voulu savoir. Merci bien. J'aurais voulu simplement savoir en France si les directives donc, pour cette formation à l'intégrité auprès des écoles doctorales se fait au niveau du CNRS et des universités. Alors oui, la lettre circulaire de 2017 est très claire. Elle concerne les grandes écoles de formation, d'une part, d'autre part les organismes de recherche, CNRS, INSERM, RIA, INRA. L'INRA a été très précoce dans l'intégrité scientifique et les mesures à mettre en œuvre. Donc, depuis 2017, c'est une obligation. C'est pas Les universités aussi. Pardon, les universités aussi, absolument. Alors, ça a été un sujet important parce que les universités sont autonomes en France. On ne peut pas leur dicter de la part du ministère. Donc, si vous regardez la formulation, vous aurez tout loisir de voir l'astuce avec laquelle le ministère impose quelque chose qu'il ne devrait pas imposer. Mais c'est le cas et ça a été suivi. Merci, monsieur Coquin.
Merci pour cet exposé vraiment extrêmement intéressant. Vous avez signalé les charges de déontologie par les établissements, sans préciser à ce moment les établissements, puis un peu plus loin, j'ai vu que les hôpitaux étaient également concernés. Je pense que c'est extrêmement important par rapport à la recherche clinique. Mais est-ce que ces charges de déontologie, est-ce que c'est purement formel ou bien l'ensemble des médecins de ces institutions hospitalières sont obligés de la signer? Est-ce que ça se retrouve dans le contrat de travail avec les sanctions éventuelles s'il y avait de la fraude en matière de recherche scientifique clinique en circonstances? Vous touchez un point sensible et vous avez raison d'insister là-dessus parce que tout ceci est à l'initiative du ministère de la Recherche. Les hôpitaux peuvent avoir des médecins qui dépendent du ministère de la Recherche parce qu'ils sont aussi dans des laboratoires INSERM, CNRS ou universitaires. Mais les praticiens hospitaliers en France, qui font beaucoup de recherches cliniques et notamment d'essais thérapeutiques, ne dépendent pas de l'INSERM, du CNRS, etc. Et donc, c'est un sujet qui n'est pas complètement clos. Il faut que nous avancions. À l'heure actuelle, les doyens des facultés de médecine ont établi une charte un peu similaire à ce qui a été établi au niveau du ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur, mais ce n'est pas vraiment bien connu ni complètement appliqué. Il y a là une zone, je dirais, non négligeable, grise, qu'il faudrait aborder de façon plus vigoureuse. C'est un point essentiel. De même d'ailleurs que l'open science est quelque chose qui n'est pas bien appliqué dans les hôpitaux. Nous aurons au mois de février prochain une réflexion au Sénat sur ce sujet. Donc il y a des progrès à faire là-dessus. Nous avons encore le temps pour une question. Je voulais juste intervenir par rapport aux étudiants qui viennent avoir l'école doctorale qui doivent faire soit des mémoires de recherche clinique, des TFE ou quoi. Donc quelle est la position d'un office d'intégrité scientifique par rapport à eux? Parce que pour moi c'est déjà là que ça doit commencer. Vous avez raison, on s'est posé la question effectivement, notamment des mémoires de master 1, 2 et même pourquoi pas la licence. C'est point important. D'ailleurs j'ai vu que la table ronde est en grande partie fondée là-dessus. Je serais très intéressé à l'écouter bien sûr et à connaître votre point de vue. À l'heure actuelle, la plupart quand même des universités, mais pas toutes, apprécient le caractère honnête des mémoires avec une détection par un logiciel pour être certain qu'il n'y ait pas, je dirais, de plagiat grossier. Et c'est en même temps une manière aussi de sensibiliser ces étudiants à ce qui va leur être demandé ultérieurement et quand ils publieront un papier, etc. Donc je pense que c'est absolument essentiel et il n'y a pas de caractère contraignant à ce niveau-là. Merci. C'est clair que la formation à l'intégrité scientifique sera certainement un des points à retenir. Une petite question. J'étais surpris de voir qu'on n'enseigne pas aux étudiants de développer un instinct pour les bons papiers. J'ai vu des étudiants qui sélectaient dans la littérature les papiers qui étaient vraiment toujours vrais, et d'autres étudiants qui sont malheureusement attirés par les papiers qui sont vraiment pas bonnes. Et on doit cultiver ça dans les étudiants. Ils doivent vérifier par eux-mêmes et développer une espèce d'esprit critique eux-mêmes pour un peu détecter ce qui est vraiment bien de ce qui n'est pas bien. Et ça, on n'enseigne pas. On laisse ça aux instincts. Oui. Oui, je pense que nous devons passer la parole à Mme Constanza. Moi, je voudrais juste dire que j'ai noté une chose, c'est que votre structure qui chapeaute l'intégrité scientifique, vous avez un budget. Nous, on a pour l'instant. Merci professeur Corbeau. Je pense qu'il reste encore des questions pour la table ronde. J'avais vu encore des mains se lever, on les garde pour la table ronde. Alors merci beaucoup.